Dans ce premier diaporama sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, nous allons traiter de la façon dont l'Algérie bascule dans la guerre. Pour comprendre ce basculement, il faut déjà comprendre ce qu'est l'Algérie en 1945. L'Algérie a été colonisée, est une des premières colonies françaises, colonisée dans la première moitié du XIXe siècle, dès 1830, Alger même étant pris en 1834. On vous dit que l'Algérie est une colonie de peuplement et on le voit à travers ce document par la part de la population européenne par département. D'abord, l'Algérie, c'est non pas comme l'Indochine, un territoire, ou le Maroc, ou la Tunisie, un territoire rattaché au ministère des colonies, mais c'est un ensemble de départements, 3 départements, l'Oranais, le Constantinois et l'Algérois, qui sont dépendants du ministère des colonies, mais surtout du ministère de l'Intérieur. Vous voyez l'importance de la présence européenne, aussi européenne que française, dans certaines régions d'Algérie, puisqu'il y a même des espaces en Algérie où cette population constitue plus de 50% de la population totale. C'est en particulier le cas dans la région d'Oran, mais aussi dans la région d'Alger. Ces colons sont arrivés progressivement. En 1945, beaucoup d'entre eux sont nés en Algérie et souvent de parents nés en Algérie. Ils sont arrivés par le biais de la perte de l'Alsace, par exemple. Un certain nombre d'Alsaciens sont venus s'installer en Algérie. Ils sont arrivés aussi par l'Espagne ou dans des situations de crise, et en particulier la grande crise des vignobles français du sud de la France à la fin du XIXe siècle, qui a conduit à la ruine un certain nombre de viticulteurs qui sont venus s'installer en Algérie, ce qui est une des explications du fait qu'il y ait des vignes en Algérie. La répartition de la propriété en Algérie entre colons et colonisés est très profondément inégale. Ce document, vous ne l'avez pas aux pages 74-75 de votre livre. Je l'ai rajouté parce qu'il donne une bonne illustration. Les Algériens, les colonisés algériens, ceux qu'on a appelés les musulmans, sont très majoritairement des agriculteurs, même si au fur et à mesure, il y a une partie, je vais y revenir dans un instant, même si au fur et à mesure, il y a une partie qui se dirige vers la ville. Mais ils se dirigent vers la ville, entre autres, parce qu'ils sont spoliés donc on leur vole, on leur prend leur propriété. Quand vous regardez les propriétés appartenant aux Européens et les propriétés appartenant aux musulmans algériens, si vous regardez la taille, la superficie qui appartiennent aux Algériens et aux colons, vous voyez quoi? Vous voyez que, bien sûr, l'immense majorité des terres, enfin la majorité des terres en Algérie appartiennent aux musulmans algériens. Les propriétés coloniales sont donc minoritaires. Mais vous voyez que la situation n'est pas la même pour les petites et pour les grandes exploitations. Si vous regardez les grandes exploitations, vous vous apercevez que, en particulier en 1950, ça n'est pas le cas en 1930, mais en 1950, les terres constituées par ces grandes exploitations entre les mains des Européens sont plus importantes que les terres constituées par les grandes exploitations entre les mains des musulmans algériens. Autrement dit, les Algériens sont agriculteurs, mais ils sont souvent ouvriers agricoles, ils sont assez souvent propriétaires, mais ils sont plus souvent petits propriétaires. La très grande propriété est davantage une propriété algérienne, européenne.
Autrement dit, les musulmans algériens sont en situation de domination et c'est évidemment un des éléments de ce qui n'est pas du tout accepté. Pour comprendre cela, on peut s'arrêter au texte extrait de la trilogie de Mohamed Dib qui s'appelle L'incendie. Dans ce court texte, on vous explique déjà quels sont les arguments des colonisateurs. Les arguments des colonisateurs, c'est l'incapacité du musulman, celui qui ici est appelé le fellah, le travailleur agricole. Le fellah est paresseux, il abandonne sa terre, il est incapable de faire quelque chose de propre et de productif. Évidemment, ça n'est pas vrai, c'est une question de mode de production différente. On peut peut-être signaler quand même à cet égard que le système éducatif n'est pas égal non plus entre les musulmans algériens et la population des colons. C'est l'argument qui a toujours été donné pour chasser les autochtones des terres. Alors pourquoi est-ce que ce texte s'appelle L'incendie? L'image que vous avez ici, quand on vous explique que nombre d'entre les fellahs sont encore en marche, d'autres sont allés près des cités, il ne se passe pas de jour sans qu'on voit une famille. Donc on vous montre l'exode rural vers les villes où les musulmans algériens vont constituer une population ouvrière sous-employée, massivement au chômage, sous-qualifiée aussi, donc massivement exploitée. Et cette image de départ fait penser à la façon dont on fuit une région qui est incendiée. À travers le document 3, on vous donne 3 exemples d'acteurs du nationalisme algérien, Messali Hadj, Ferhat Abbas et Ahmed Ben Bella. Ces 3 responsables ont une histoire assez différente, même s'ils ont été amenés à se croiser. Le premier grand leader de l'indépendance ou du nationalisme algérien est Messali Hadj. Avant même la Seconde Guerre mondiale, Messali Hadj, qui a créé différentes organisations, dont le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et rapidement, donc avant même la guerre, il est indépendantiste. Dans la même période, Ferhat Abbas est plutôt favorable à l'autonomie, c'est un cadre, un pharmacien, si je me souviens bien, et il pense qu'il peut y avoir un accord avec les Français. Vous voyez que Ahmed Ben Bella est né plus tard, il est né en 1916, il est né pendant la Première Guerre mondiale, il a été soldat dans les forces françaises libres, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec quel élément de volonté, je ne sais pas. Il faudrait, je vous renvoie au film Indigène, qui montre les recrutements de soldats pendant la guerre en Algérie à partir de 1942, à partir du débarquement anglo-américain en Algérie. Il rentre ensuite dans le MNTLD de Messali Hadj, mais il est rapidement un des fondateurs du FLN, favorable à une lutte armée importante. Dans le premier document que vous aviez, on vous mettait donc les troubles du 8 mai 1945, violemment réprimés. Ces troubles, ils sont dans le Constantinois, plus précisément à Sétif. Vous l'avez vu dans le film que je vous ai proposé, extrait qui a été fait par Arte, qui s'appelle Décolonisation, que normalement vous avez regardé. Vous voyez ces émeutes de Sétif. Ces émeutes de Sétif, elles sont à la fois liées à
la paix, enfin le 8 mai 45, c'est pas un hasard, c'est-à-dire cet espoir de liberté extraordinaire, et c'est ce que vous montrait le film, cet espoir de liberté extraordinaire qui naît de la paix lors de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps l'arrestation de Messaliage qui montre que, en fait, pour les colonisés, rien n'a véritablement changé. La situation reste extrêmement tendue et extrêmement conflictuelle jusqu'en novembre 1954. 1er novembre 1954, un petit groupe armé qui s'est appelé le FLN décide de marquer donc le début du passage à l'action, du passage aux actes, avec une campagne d'attentats. Et vous voyez sur la carte que ces attentats sont effectivement dispersés sur l'ensemble des territoires. Attentats auxquels les autorités françaises répondent par un envoi de plus en plus important de soldats. Le dernier élément que vous voyez, c'est les wilayas, c'est-à-dire les régions militaires de l'armée de libération nationale. On passe de campagne d'attentats, en fait, au fur et à mesure de la guerre, à une guerre peut-être un peu plus classique avec des régions militaires. Le document 4 montre l'incompréhension totale de la France par rapport à ce qui s'est passé le 1er novembre 1954 en Algérie, ce qui explique que pendant très longtemps, la guerre d'Algérie s'est appelée les opérations de maintien de l'ordre et non pas une véritable guerre. Pour la France, l'Algérie, c'est la France. Je vous expliquais qu'il y avait des colons français nombreux et nés en Algérie. Et il ne peut pas y avoir une guerre à l'intérieur de la France, surtout pas aussitôt après la Seconde Guerre mondiale. Et les attentats sont ceux des terroristes qui sont donc forcément extrêmement minoritaires. Ça n'empêche pas les Français d'envoyer une véritable armée. Et non seulement les Français envoient une armée, mais la France fait appel au contingent, c'est-à-dire aux jeunes qui font leur service militaire, c'est-à-dire que ce sont des jeunes hommes entre 18, 20, 25 ans qui sont partis faire la guerre en Algérie sans d'ailleurs souvent bien comprendre les raisons pour lesquelles ils faisaient eux-mêmes la guerre. En fait, c'est l'incapacité du gouvernement français à accepter les revendications indépendantistes. En 1947, le gouvernement met en place un nouveau statut de l'Algérie avec une assemblée qui est composée pour moitié de musulmans et pour moitié de français, ce qui veut dire que un français égale 8 musulmans, ce qui évidemment est inacceptable. C'est l'incapacité du gouvernement français qui conduit quelqu'un comme Ferhat Abbas à passer de l'autonomie à l'indépendance, qui conduit les opposants à la trop grande mainmise des Français vers la lutte armée et la revendication d'indépendance.